Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny à Ouattara. C'est le titre du livre publié par l'association Survie, une synthèse de 500 pages qui analyse la politique africaine de l'ex-puissance coloniale sur le territoire ivoirien. Nous recevons ce soir David Mauger, co-auteur du livre. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez choisi de faire l'inventaire de l'implication française depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce parti pris ? Alors disons qu'on s'est concentré sur la période de la crise ivoirienne qui va de 2002 jusqu'à 2011, avec quelques rappels sur la période effectivement qui a précédé, notamment sous Fouet, sous Bédié, pour notamment faire des rappels, puisque finalement cette présence française en Côte d'Ivoire, elle date de l'époque coloniale. Beaucoup de Français ne savent pas, par exemple, que la présence militaire française à Port-Bouët, le camp militaire qui se trouve à côté de l'aéroport d'Abidjan, eh bien finalement, elle n'a jamais cessé depuis l'époque coloniale. Donc voilà, on revient sur les fondamentaux de ce qu'on appelle, nous, la France-Afrique, c'est-à-dire ces liens si particuliers qui perdurent entre la France et ses anciennes colonies en Afrique, notamment à travers donc, le dispositif militaire, mais aussi le franc CFA. Et on en vient à la crise militaire qui démarre avec la succession d'Houphouët et qui voit, disons, un épilogue en 2011 avec l'installation d'Alassane Ouattara. Et on analyse ça, non pas en tant que crise ivoirienne en tant que telle, mais on analyse l'ingérence française au sein de cette crise. Alors, en insistant sur le rôle de la France, on ne risque pas d'avoir une vision biaisée, parcellaire, quand on sait qu'il y avait d'autres acteurs extérieurs, comme le Burkina Faso ? Alors c'est vrai qu'on prend nos précautions dès l'avertissement qui est au début du livre. En fait, il y a eu déjà un certain nombre de travaux français sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'étude en elle-même de la crise ivoirienne, du jeu entre les différents acteurs politiques ivoiriens, les revendications de la rébellion et ainsi de suite. Mais très souvent, ces travaux ont délibérément ou pas laissé de côté le rôle que pouvait jouer la France. Or, nous, en regardant les choses de plus près, en regardant notamment ce qui s'est passé par exemple aux négociations de Marcoussis qui ont eu lieu à Paris entre les acteurs ivoiriens en janvier 2003, en regardant aussi finalement le jeu de la France à l'ONU à travers des résolutions qui le plus souvent étaient écrites par la France, eh bien il y a eu un jeu de Paris, disons, qu'on essaye de mettre à jour et qui a consisté à déposséder Laurent Gbagbo, le président ivoirien à l'époque, de la plupart de ses pouvoirs. On va y revenir. Vous soutenez que l'ingérence française trouve sa condition dans les conditions de l'indépendance sous Houphouët-Boigny. Pourquoi ? Alors il faut savoir que Houphouët-Boigny avait déjà une vie politique en France très importante. C'était un ministre d'État. Il fait partie des hommes politiques français qui sont à l'origine de la Ve République. Et lui voyait d'un relativement mauvais œil l'indépendance qui était accordée en fait à la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs lui qui a forgé l'expression France-Afrique. Il y voyait quelque chose de très positif. Et finalement, c'est à lui qu'on a confié la Côte d'Ivoire en 1960. Mais aussitôt, en 1961, il y a eu des accords qui ont été signés entre Paris et ces anciennes colonies, 4 pays dont la Côte d'Ivoire, et qui installent de manière durable les forces africaines, qui expliquent que les matières premières stratégiques doivent être destinées avant tout à la France, et ainsi de suite. Il y a parallèlement aussi tout un ensemble de coopérants français qui vont à Abidjan et qui sont dans tous les rouages, depuis le cabinet à la présidence, au niveau du gouvernement, au sein de l'armée ivoirienne, et ainsi de suite. Alors, en 1990, le président Houphouët-Boigny meurt. La guerre de succession est déclarée. Selon vous, la France prend parti. Quel était l'enjeu à ce moment-là ? Alors, au moment de la succession d'Houphouët, il faut se rappeler qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui président, était à l'époque Premier ministre. Il y avait un autre, disons, le dauphin constitutionnel, c'était Henri Konan Bédié, qui était un homme du parti unique, alors qu'Alassane Ouattara avait eu une carrière internationale, notamment au FMI. Et il y a eu une bataille entre ces deux personnes-là pour savoir qui est-ce qui allait finalement succéder. Et finalement, donc, Henri Konan Bédié, le dauphin constitutionnel, a récupéré le pouvoir. Il va être élu en 1995. Et il y avait déjà à ce moment-là aussi dans les années 90, même les années 80, à l'époque du parti unique, il y a eu le parti de Laurent Gbagbo, qui à l'origine était clandestin, et qui a été le premier opposant à se présenter aux élections contre Houphouët, et qui donc finalement, le début de la crise au niveau politique en Côte d'Ivoire, c'est la rivalité entre ces hommes politiques-là. Et comment on passe d'un conflit politique à un conflit armé ?
à cette époque? Alors les années 90 ont été très douloureuses en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire en fait en 1996. Et ce qu'on a appelé l'ivoirité et qu'on a lu dans beaucoup d'articles en France sous l'époque Gbagbo, en fait, c'est dans le milieu des années 90 qu'elle se voyait à l'œil nu quand on voyageait en Côte d'Ivoire. Donc c'est cette politique où on cherchait de manière délibérée à exclure une partie des habitants du nord de la Côte d'Ivoire du jeu politique parce qu'ils étaient soupçonnés de soutenir Alassane Ouattara. Et à l'époque, c'était Henri Conan Bédier qui avait le soutien de la France, et la France n'avait rien à redire à la politique d'ivoirité mise en place à ce moment-là. C'est uniquement lors de l'accession de Laurent Gbagbo au pouvoir que l'ivoirité va être dénoncée. Et c'est ce concept d'ivoirité qui a été le déclencheur finalement de la guerre civile? Alors disons que la rébellion qui voit le jour en septembre 2002, 2 ans après l'élection de Laurent Gbagbo, effectivement, elle brandit cette question de l'ivoirité en tant que revendication politique, et elle dénie à Laurent Gbagbo une grande partie de sa légitimité en disant qu'il a été mal élu et qu'il continue à distiller le poison de l'ivoirité. Donc nous, sur ce jeu politique strictement ivoirien, on ne prend pas réellement position, c'est-à-dire qu'on rappelle certains faits, ça c'est très clair, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution de la grille d'analyse française entre l'époque d'Henri Conan Bédier où Paris n'avait rien à redire à ce qui se passait en Côte d'Ivoire, l'époque de la junte militaire où là il y a eu pas mal de remous au sein de la Côte d'Ivoire, et finalement lors d'élections c'est Laurent Gbagbo qui est élu. Et il faut se rappeler qu'à l'époque en France c'était la cohabitation, c'est-à-dire que Jacques Chirac était président, mais c'était un gouvernement socialiste avec Lionel Jospin. Et la doctrine à l'époque était ni indifférence ni ingérence, et donc on a laissé un petit peu faire les choses, et c'est de cette manière que Laurent Gbagbo finalement a été élu. Mais dès que Jacques Chirac a récupéré les rênes du pouvoir au printemps 2002, là, les choses se sont accélérées et finalement, il y a eu une rébellion effectivement qui a vu le jour en septembre 2002. On en vient à 2002, donc une rébellion se déclenche dans le Nord. Vous dites clairement qu'elle est soutenue par le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Sur quoi vous vous basez pour l'affirmer? Alors ça, c'est tout à fait avéré. Il suffit de voir les analyses, les recherches du groupe d'experts qui était en charge de la surveillance de l'embargo sur la Côte d'Ivoire, qui concernait aussi bien les forces loyalistes de Laurent Gbagbo que la rébellion de Guillaume Soro, pour s'apercevoir que la filière était assez claire. Il y avait de la contrebande de cacao, de diamants, de coton qui partait vers le Burkina Faso et qui passait par le Togo, et le circuit inverse pour les armes. Donc ça, c'est absolument clair dans les rapports de l'ONU, mais là, pareil, les autorités françaises n'ont jamais mis l'accent là-dessus. L'accent a toujours été mis. Alors l'attitude de la France, ça a toujours été de dire que voilà, il fait la priorité, la résolution de la crise passait par des élections dans lesquelles, notamment Alassane Ouattara, pourrait se présenter. Et on mettait sur le dos de Gbagbo une constitution qui l'empêchait de se présenter, alors qu'en fait, c'était la junte militaire de l'été 2000 qui avait mis en place cette constitution, effectivement, qui empêchait Alassane Ouattara de se présenter. Mais je voudrais revenir sur l'épisode du déclenchement de 2002 et qui explique en partie le titre de notre livre, Pompiers pyromanes. Donc en septembre 2002, il y a un déclenchement d'une rébellion, d'abord une tentative de coup d'État qui échoue et qui prend finalement la partie nord de la Côte d'Ivoire, qui s'installe à Bouaké. Et à Bouaké, qui devient le fief des rebelles, va y avoir une première intervention française pour extraire les ressortissants étrangers. Donc ça, c'est la partie pompier. Mais parallèlement, ce qu'on sait moins, c'est qu'un commandant français, le commandant Luc Courcelles, était déjà chargé à l'époque de maintenir le contact avec les rebelles. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé sur des théâtres d'opération, notamment lors de la prise de Vavois, aux côtés des rebelles. C'est lui qui va demander à ce qu'on soigne Chérif Ousmane lorsqu'il sera blessé au cours de la tentative de reprise de Bouaké. Et là, c'est le côté pyromane, c'est-à-dire que la France a plusieurs fers au feu et finalement va n'avoir de cesse de légitimer la rébellion de Guillaume Soro, qui au départ part de pas grand-chose. Et justement, à ce moment-là, Laurent Gbagbo invoque les accords de défense. Dans un premier temps, en quoi ils consistaient ces accords? Donc ces accords de défense, ils datent de 1961. C'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire, la France et certains autres pays africains. Qu'est-ce qu'ils stipulent? Et donc ces accords stipulaient notamment qu'en cas d'agression extérieure, l'armée française devait protéger la Côte d'Ivoire.
Et donc il y avait eu tout un débat à l'époque pour savoir est-ce que la rébellion vient du Burkina Faso ou pas. Notamment le premier père de la rébellion, Ibrahim Koulibaly, était un militaire déjà à l'origine du coup d'État de 1999 qui avait évincé Henri Konan Bédié, qui s'était réfugié au Burkina Faso, et c'est depuis Ouaga en fait qu'il avait constitué un embryon de rébellion qui va se déclencher d'abord en janvier 2001 d'ailleurs avec une première tentative qui échoue, et finalement en septembre 2002 avec une tentative qui échoue un petit peu moins bien, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à renverser Laurent Gbagbo à Abidjan, mais elle arrive à prendre la moitié du pays. Mais disons que si elle arrive à prendre la moitié du pays, c'est parce que aussi très rapidement, les forces françaises s'interposent le long d'une ligne qui va d'est en ouest en Côte d'Ivoire. Et là, alors l'analyse que nous faisons de l'intervention officielle de Licorne, elle va figer en fait le front. Elle va empêcher d'un côté les rebelles de descendre sur Abidjan. Là, il faut sans doute voir que Paris n'aurait pas vu d'un très bon œil la pagaille arriver à Abidjan et mettre à mal sans doute les intérêts économiques français. Et elle va aussi empêcher la reprise du nord du pays. Il y aura notamment une tentative en novembre 2004 qui va se solder par ce qu'on considère nous l'épisode le plus criminel du point de vue de l'action de la France. Alors pourquoi la France avait tout intérêt, selon vous, à ce que Laurent Gbagbo perde le pouvoir déjà en 2002 ? Alors il faut voir qu'à l'époque, donc Jacques Chirac était président, et lui c'est quelqu'un qui est très empreint d'une époque, l'époque d'Houphouët, l'époque d'Henri Konan Bédié, où les pouvoirs mis en place, les pouvoirs appuyés par la France, sont des gens qui fournissent des contrats à la France, sont les obligés de la France, notamment parce qu'ils ont très peu de légitimité au niveau populaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand on parle des élections en Afrique. Il faut bien voir que beaucoup de présidents des pays d'Afrique francophone ont une faible légitimité populaire. Dans un certain nombre de pays, ça va être le fils du président qui succède à son père, dans des circonstances assez douteuses. Dans d'autres pays, il va y avoir des rébellions armées et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça fait le jeu de la France. C'est-à-dire que lorsqu'un président est en place et qu'il sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur son peuple et qu'il doit finalement son pouvoir à Paris, eh bien, il n'aura de cesse, évidemment, de satisfaire les intérêts parisiens. Alors, les militaires de l'opération Licorne tirent sur les manifestants ivoiriens en novembre 2004, après l'attaque des positions françaises. Alors, on a découvert que c'était des pilotes biélorusses qui étaient à l'œuvre. Pourquoi ils n'ont jamais été poursuivis ? Alors ça, c'est l'une des grandes énigmes de la crise franco-ivoirienne. C'est vrai qu'en novembre 2004, Laurent Gbagbo lance une tentative de reprise du nord du pays qui est couronnée de succès jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux bombardement des avions loyalistes ivoiriens sur un camp militaire français. Les pilotes biélorusses ont réussi à disparaître dans la nature, mais pas de manière aussi discrète qu'on pouvait le penser. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord été retenus, notamment à la frontière du Togo, et les autorités togolaises, qui étaient au courant de ce qui s'était passé, ont senti qu'il fallait avertir Paris, et finalement ont averti effectivement les autorités françaises pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire de ces mercenaires biélorusses. Et il y a eu au moins un silence parisien qui signifiait en fait qu'il fallait les relâcher dans la nature. Donc là, le mieux placé pour parler de cette affaire, c'est Maître Jean Balland, l'avocat de la plupart des familles des victimes françaises de cette époque, et qui lui pense qu'il y a eu un espèce de coup fourré monté par les autorités françaises. Le but était sans doute de lui faire commettre une erreur en bombardant sans doute une partie déserte du camp militaire français, tout ça pour justifier le renversement de Laurent Gbagbo. Puisque dans les jours qui ont suivi, effectivement, l'armée française a pris position dans Abidjan et une colonne de blindés français s'est pointée devant le portail de la résidence de l'ancien président et pour des raisons que l'on ignore, cette tentative sans doute de coup d'État n'a pas été menée à son terme. Mais on s'appuie là notamment aussi sur des déclarations d'un ancien un ambassadeur au Burkina Faso qui a évoqué sans ambiguïté cette tentative de renversement de Laurent Gbagbo. On n'a pas pu tout aborder, mais merci beaucoup David Mauger, co-auteur du livre « Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire ». D'Houphouët-Boigny à Ouattara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.